Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Le chef de l'État, président du CNSP, le général de brigade Abdurrahman Chani, s'est prononcé sur la vie de la nation. 4 mois après l'avènement du CNSP au pouvoir, le pays est debout malgré les manœuvres de déstabilisation à travers le terrorisme armé importé et celui politique et économique imposé. Résumé avec Mustafa Abdurrahman Zongoma. 4 mois de transition militaire sous embargo inédit imposé au Niger, mais le pays tient debout. Pendant plus d'une heure d'horloge, le chef de l'État, Abdurrahman Chani, a dressé le bilan sur la question sécuritaire, raison principale de l'avènement du CNSP au pouvoir le 26 juillet 2023. Le président du CNSP s'est félicité des résultats obtenus de concert avec les États membres de l'Alliance des États du Sahel AES, malgré un sponsoring soutenu du terrorisme armé par la France et économique et politique par certains États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Quelles que soient par ailleurs les raisons que les gens ont voulu faire avaler aux Nigériens et aux États du Sahel, ce terrorisme est un terrorisme sponsorisé. Nous avons pu nous débarrasser de certains sponsors. Si vous le constatez, au Niger, au Mali et au Burkina, des résultats palpables sont obtenus dans le domaine de la lutte anti-terroriste. Nous avons le terrorisme des États du Sahel qui ne font pas moins que ce que les terroristes font. Priver un pays du minimum en termes de produits pharmaceutiques, produits alimentaires, pour contraindre le pays à faire des concessions politiques, c'est la même définition du terrorisme. Et c'est ce que ces États de la CEDEAO font contre le Niger. C'est ce que ce terrorisme sponsorisé fait contre les peuples des États du Sahel. Penser par des actes terroristes, contraindre le peuple nigérien à céder, c'est méconnaître l'histoire. Même s'il espérait une levée des sanctions à la suite de la rencontre des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue le 10 décembre dernier à Abuja au Nigeria, Abdurrahman Chani n'y comptait vraiment pas. Au vu de l'importante présence des Occidentaux et des couleurs déjà annoncées par l'Union européenne et le président français Emmanuel Macron. La nouvelle marche du Niger se fera avec ou sans la levée des sanctions de la CEDEAO. Mon espoir, c'est de voir la nouvelle voie que nous nous sommes tracée nous conduise avec ou sans la levée de l'embargo de répondre à l'espoir du peuple nigérien, l'espoir de vivre en paix et dans la prospérité. En termes de perspective, des décisions importantes sont annoncées en lien avec la redéfinition des liens de coopération avec tous les États qui prendraient en compte désormais le principe de la souveraineté du Niger. On nous a assez muselés. Il est temps que tout un chacun comprenne qu'il va de l'intérêt de notre pays, intérêt qui a été spolié pendant plus de 100 ans à travers les accords que nous avons progressivement dénoncés et que nous continuerons, Inch'Allah, à dénoncer ces accords un à un pour le seul intérêt du Niger et du peuple nigérien. C'est un serment, c'est une promesse. Quel que soit le sacrifice. La question de la mauvaise gouvernance, la COLDEF va incessamment commencer son travail avec le soutien total du CNSP. Personne n'interférera dans son travail. Le Forum national inclusif sera également programmé bientôt avec des dates précises à laisser entendre le chef de l'État. Sur la question de la campagne agro-silvopastorale, 36% de déficit agricole et 53% au niveau pastoral. Pour les 840 000 tonnes de céréales et 18 millions de tonnes de matières sèches, l'État du Niger ne tendra la main à personne. C'est sur fonds propres que l'État fera face à cette situation qui relève de la souveraineté nationale. Le dimanche 10 décembre dernier, le président du CNSP, chef de l'État, a accordé un entretien exclusif à la télévision nationale. Parmi les points évoqués figure la commission de la lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, la COLDEF, une institution à laquelle l'État accorde beaucoup de crédit et attend de voir l'État rentrer dans ses droits. Plus de précisions avec Youssouf Haïdara.
Personne qui a spolié l'argent de l'État doit mettre ce dernier dans ses droits et nul ne va interférer dans le fonctionnement de la COLDEF, fût-il le CNSP ou le gouvernement. C'est la garantie que donne le général de brigade Abdraman Tiani au peuple nigérien au cours de son entretien sur la télévision nationale. Nous ne ferons pas la chasse aux sorcières. La COLDEF ne fera pas la chasse aux sorcières. Et c'est pourquoi nous inviterons tous les Nigériens qui ont des faits, je ne dis pas des questions de personnes, mais qui ont des faits, qu'ils les soumettent à la COLDEF. Elle leur réservera le traitement approprié jusqu'à aboutissement. Ni les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni les membres du gouvernement, ni moi-même n'allons interférer dans les décisions que la COLDEF aura à prendre. Le chef de l'État est revenu également dans son entretien sur la désignation des membres de la COLDEF et le remaniement technique intervenu à la suite des dénonciations de certains membres de cette institution. De l'annonce de la première liste ou du projet de liste, des voix se sont élevées pour dire que l'enquête n'a pas été fructueuse. Il y a des personnes qui sont suspectées d'avoir posé des actes. Mais une suspicion reste une suspicion. Malgré tout, notre objectif étant de créer l'harmonie et la cohésion autour de la COLDEF, nous avons remplacé ces personnes qui sont suspectées. Et nous sommes parvenus à avoir une liste qui fait le consensus. Je ne dirais pas qui fait l'unanimité, puisque aucun domaine ne pourra faire l'unanimité. Cependant, le général de brigade Abdraman Tiani ne doute point de la compétence des membres actuels de la COLDEF. Nous avons retenu d'abord l'intégrité. En plus de l'intégrité, nous avons retenu l'engagement. L'engagement, le dévouement à la cause nationale. Et enfin, l'esprit de l'intérêt national. Sans cet esprit d'intérêt national, nous n'aurons jamais de résultats probants. Labousanino Zentian Kassani. Créé en septembre dernier par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la Commission nationale de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF, a pour mission de lutter contre la corruption, l'impunité, le détournement des deniers publics et la mauvaise gouvernance. Ses membres ont prêté serment le 16 novembre dernier devant le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdraman Tiani. En janvier, les premiers barils seront commercialisés selon le président de la transition, mais au-delà, le général de brigade Abdraman Tiani estime que le Niger doit raffiner son brut en d'autres produits autres que le super et le gasoil, d'où son souhait pour une raffinerie de grande capacité, n'est-ce pas, Balma Bourema? La commercialisation des premiers barils du pétrole brut nigérien débutera en janvier 2024, 2 mois après le lancement du pipeline Export Niger-Bénin, a annoncé le président de la transition, le général de brigade Abdraman Tiani, lors de son entretien avec la radio et télévision du Niger RTN dimanche dernier. Sur les 90 000 barils par jour, la part du Niger est de 25,4%. Et effectivement, quand cette phase de remplissage des cuves dans l'océan Atlantique sera achevée, en janvier probablement, nous pouvons espérer, janvier prochain, Inch'Allah, nous pouvons espérer les premières sorties des barils du brut nigérien qu'on a communément appelé le MELEC. 90 000 barils qui sont extraits chaque jour du sous-sol nigérien depuis le 1er novembre dernier
en plus de 20 000 autres produits, est transformé chaque jour pour les besoins domestiques par la société chinoise CNPC sur la base d'un contrat de partage de production. Pour le président de la transition, le Niger doit avoir des partenaires qui doivent raffiner le brut en d'autres produits. Le pétrole brut nigérien, raffiné comme à la Soraz au Niger, en d'autres produits qui sont actuellement recherchés, notamment le jet, oui, l'essence que la raffinerie de Zender ne produit pas à suffisance, puisque c'est un tiers de la production des 20 000 barils qui est transformé en essence. Les 2 tiers sont transformés en gaz. Donc, le jet, pour les avions, nous allons fournir la sous-région. C'est en novembre 2012 que les premiers barils du pétrole nigérien ont été extraits du sous-sol nigérien. À terme, le Niger envisage d'avoir des produits raffinés destinés à l'exportation, notamment pour les pays voisins de l'Alliance des États du Sahel AES. Aucune date n'est avancée, mais les nouvelles autorités restent engagées pour l'avènement de cette raffinerie. Autre aspect de cette édition, les agents de la DGI et ceux de la Chambre du commerce et d'industrie du Niger étaient en conclave ce matin. Les 2 parties se sont rencontrées dans le cadre de la 2e session ordinaire au titre de l'année 2023 du comité paritaire conjoint de concertation DGI et de la Chambre de commerce. D'autres précisions avec Samira Ali Maïga et Rabilaou. Cette 2e session ordinaire au titre de l'année 2023 du comité paritaire conjoint de concertation DGI et de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger se tient dans un contexte particulier où notre pays subit des sanctions de la part de la CEDEAO et de l'UEMOA. En effet, du fait de cet embargo total, le Niger fait face à des défis sécuritaires, économiques et financiers majeurs qui nécessitent notre prise de conscience et notre détermination collective sans faille pour assurer et préserver notre souveraineté. Cette situation appelle de nous tous un surcroît de civisme, notamment sur le plan fiscal. Le civisme fiscal est un acte de citoyenneté responsable qui va bien au-delà de l'accomplissement d'une obligation légale. C'est un acte de patriotisme qui contribue au développement socio-économique d'une nation. Créé en novembre 2021, le comité vise à formaliser, renforcer, étendre le cadre de dialogue déjà existant entre la DGI et la CCIN. Une des sollicitations que nous avons eues lors de la dernière session, je crois, c'est de mettre en place un comité technique, en tout cas, qui lui peut peaufiner et discuter sur tous les aspects, certains aspects techniques sur certaines questions. Parce qu'il y a une forte demande, en tout cas, de réformes au niveau du secteur privé, mais nous savons et nous sommes conscients qu'aujourd'hui, du fait des besoins que le gouvernement a, toutes les mesures ne peuvent pas, ou toutes les réformes ne peuvent pas être entreprises d'un seul coup. Il y a celles que, mais au moins, il faut que nous ayons des réunions qui vont au moins juger de la pertinence de certaines décisions qui, après, on peut les programmer, en tout cas au cours des années à venir pour pouvoir, en tout cas, les déployer et permettre, en tout cas, à notre économie de pouvoir marcher sans que les opérateurs sentent une pression exagérée sur leurs activités. Au cours de cette journée, il a été question de présenter les résultats de la mise en œuvre de la réforme sur la facture certifiée, d'amendement et d'adoption du projet du plan d'action 2024 et de questions diverses. Les sanctions imposées au Niger par les institutions sous-régionales se ressentent dans le secteur sanitaire. Certains produits pharmaceutiques sont difficiles à trouver dans beaucoup de pharmacies de la place. Alors, comment les populations vivent cette situation? Élément de réponse dans ce reportage signé Echatou Mahamadou et Ibrahim Ousmane. Ayouba, muni de son ordonnance, franchit le seuil de la pharmacie à la recherche de 2 produits. Seydou également. Ils ressortent bredouilles sans les produits prescrits par leur médecin. Ça fait des pharmacie.
Je suis venu pour payer des médicaments. Ces deux produits que je cherche, les prix varient d'une pharmacie à une autre. Je suis à ma 5e pharmacie et je n'ai pas encore trouvé les médicaments que je cherche. Ils ne sont pas les seuls à se trouver dans la même situation. Nombreux sont les patients faisant le tour de la ville de pharmacie en pharmacie à la recherche de produits typiquement prescrits par leur médecin. Madame Abdelkader, à l'absence de son produit, choisit une autre option et trouve satisfaction. Je suis là pour acheter des produits. Apparemment, ils n'ont pas le produit que je cherche, mais il y a un équivalent qu'ils vont me donner. De temps en temps, je pars dans des pharmacies, mais je ne trouve pas les produits, mais on me donne des produits en équivalence. Pour les pharmaciens rencontrés, maintenir le bien-être des clients est primordial, d'où quelques astuces pour contrecarrer les difficultés liées au contexte actuel. Compte tenu de la situation du pays, vraiment, on a vraiment beaucoup de difficultés à s'approvisionner, surtout chez nos fournisseurs locaux. Voilà, donc nous, à notre niveau, on fait beaucoup d'efforts, voilà, pour que les produits soient vraiment disponibles. Donc on est en contact avec des fournisseurs à l'étranger, voilà, avec qui on passe les commandes. Les prix forcément ne seront pas forcément les mêmes parce que les voyages, le transport, les frais de douane et tout ça, voilà, y compris. Donc nous, à notre niveau, bon, on essaie d'améliorer quand même parce qu'on informe aussi les clients, voilà, que c'est des produits vraiment qui sont pas, c'est pas des produits disponibles ici. Le client peut venir avec son ordonnance et certains produits ne sont pas là parce que nous avons commandé mais c'est déjà en rupture. En général, lorsqu'on a une ordonnance et que certains produits ne sont pas là, nous proposons automatiquement des équivalents. Mais certains clients sont réfractaires à cela. Il y en a qui ne comprennent pas. On essaye de leur faire comprendre que c'est le même produit, c'est la même molécule en fait. Ce sont les laboratoires, tout cela. Du côté des organisations fêtières, des acteurs intervenant dans la vente des produits pharmaceutiques, la situation est tout autre. Elle est liée à plusieurs facteurs. Nous avons malheureusement assisté plutôt aux sanctions de la CEDEAO contre effectivement cette même population. Parce que vous vous rappelez, il y avait eu effectivement 2 commandes qui ont été lancées bien avant les événements du 26 juillet. Si les gens étaient raisonnables, même si sanction il y a, c'est d'attendre effectivement après le 26 juillet. Ça veut dire que tout ce qui a été fait avant le 26 juillet, normalement, on devait les laisser être acheminés au Niger, ce qui n'a pas été le cas. Il y a peut-être, si vous voulez, des tensions liées effectivement aux spéculations. Sinon, les produits, il n'y a jamais eu une rupture en tant que telle de ces produits. Si vous n'en avez pas dans une pharmacie, il y en a dans une autre. Mais il n'y a pas un produit aujourd'hui qu'on me dit, par exemple, à Niamey, qu'il n'y en a pas du tout. Je crois qu'il y a des tensions, évidemment, qu'il faut reconnaître. Mais pour l'essentiel, en tout cas, les produits existent. Il y a toujours des alternatives. Afin de pallier les ruptures de produits pharmaceutiques dans le pays et tout autre désagrément pouvant mettre en danger la vie des citoyens, les autorités, au lendemain du coup d'État, avaient pris des dispositions, notamment le rehaussement de la production locale des médicaments de première nécessité au niveau de l'usine de l'Office national des produits pharmaceutiques et chimiques, ONPPC. Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et Garde des Sceaux a présidé ce matin à l'ouverture de la rencontre régionale de Niamey sur la vulgarisation du plan de l'opérationnel, la mise en œuvre des recommandations et engagements volontaires du Niger au passage du Niger à l'examen périodique universel. C'était en présence de tous les acteurs concernés. D'autres détails dans ce reportage. À l'initiative du ministère de la Justice avec l'appui du Haut Commissariat des droits de l'homme, les acteurs œuvrant dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme de Niamey se sont retrouvés pour la rencontre technique régionale autour de la vulgarisation du plan d'opérationnel, la mise en œuvre des recommandations et les engagements volontaires issus du passage du Niger au 3e cycle de l'examen périodique universel. Occasion pour le ministre de la Justice de rappeler le caractère important du processus de mise en œuvre de ces recommandations. Notre pays, depuis son accession à l'indépendance, a souscrit à la quasi-totalité
des mécanismes internationaux régionaux et sous-régionaux de promotion et de protection des droits de l'homme. Parmi ces mécanismes figurent en première ligne l'examen périodique universel, qui est un mécanisme sui generis. Le ministre Aliou Daouda a également évoqué dans son intervention les efforts du Niger dans le cadre du respect et la mise en œuvre des engagements dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme au Niger. Depuis l'institution de l'examen périodique universel, notre pays a répondu présent à tous les cycles, dont le premier en 2011, avec 115 recommandations acceptées. Le deuxième cycle en 2016, avec 167 recommandations. Et le troisième en 2021, avec 248 recommandations acceptées. Par sa soumission régulière à tous les cycles, le Niger témoigne ainsi de sa ferme volonté de respecter ses engagements internationaux et d'œuvrer constamment pour la promotion et la protection et surtout la réalisation des droits de l'homme sur son territoire. Au cours de cette rencontre censée durer 4 jours, les participants seront entretenus par des experts sur les modalités de l'UPU, les organes des traités et enfin les recommandations issues et les actions de leur mise en œuvre. Place à présent à votre rubrique, l'invité des 5 dernières minutes de ce soir qui reçoit M. Abdurrahman Dandi Abarchi. Il est le secrétaire général du Bureau mondial Debout Niger Debout. Avec Abdurrahman Younoussa, il a été question de la transition au Niger, mais aussi de la position de la CEDEAO vis-à-vis du Niger. Très bonne réception. Au revoir.